Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour réparer un écran Samsung Odyssey G7. Euh, Donnez-moi 2 secondes. Oh putain, étagère. Ah, voilà la bête. C'est un colis qui m'a été envoyé par Jérémy, un grand merci à toi. C'est son ancien écran Samsung Odyssey G7 qui est tombé en panne. Au lieu de jeter celui-là, il s'est proposé de me l'envoyer. Étant donné que c'est quand même un écran assez récent et pas n'importe quoi, eh bien on va bien sûr essayer de lui donner une seconde vie, comme beaucoup de choses ces derniers temps sur la chaîne. Et comme vous pouvez le voir, on a un gros carton, donc sans perdre plus de temps, on va l'ouvrir. Ok. Bon bah déjà on a le carton. Ok. Alors on a tout d'abord la pièce là, c'est ce qui va à l'arrière de l'écran. On a également l'adaptateur secteur. Donc première information, c'est une alimentation externe, 22 volts, 4,5 ampères, 100 watts au total. Pourquoi avoir choisi 22 volts et pas 24 ? J'en sais rien, mais c'est comme ça. Ensuite, on a un bout de plastique qui doit pas être très important puisque il n'a jamais été déballé. On a également le pied. On a un pied réglable en hauteur, on a pivot, on a rotation à ce niveau-là, et on a même une gouttière pour passer les câbles dans le pied pour que ce soit plus joli. Et on a un support de casque à l'arrière. Oh. Et bien sûr, la base du socle pour pouvoir le poser sur un bureau, c'est mieux. Ça, c'est ce que j'appelle un écran. Ça, c'est également un adaptateur VESA. Je ne sais pas si c'était inclus avec l'écran ou s'il a oublié de le démonter. Je pense que c'était inclus avec l'écran, parce que le montage est assez spécifique, donc c'est l'adaptateur pour pouvoir avoir les points de fixation standard. En dessous, au niveau de la connectique, on a quelque chose d'assez classique, du DisplayPort, de l'HDMI. Ça doit être une prise jack. On a un hub USB d'intégré, puis l'alimentation qui vient se plugger ici. Et la particularité de cet écran, c'est un écran incurvé. Première fois que j'ai vraiment l'occasion de toucher à un écran incurvé. Alors il aura besoin d'un petit coup de chiffon, mais ça c'est pas très grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais réinstaller le pied pour pouvoir le poser sur le bureau, et ensuite on va le brancher et le tester. Voilà. Quelque chose que je n'ai pas dit juste avant, c'est que la dalle a l'air en bon état. En tout cas, elle n'est pas endommagée. Si, quelques petites rayures ici, mais c'est pas grand chose. En tout cas, elle n'est pas complètement explosée. Parce que je suppose que changer une dalle sur un écran comme celui-là, ça doit valoir quasiment le prix de l'écran. Il est temps de le brancher, on va voir s'il se passe quelque chose. Je vais brancher ça par ici. Oh waouh. Ah. C'est parti, on met ça sous tension. On met ça sous tension. Il y a même un interrupteur sur le bloc d'alimentation. Je ne sais pas si c'est on ou off, on va voir. Et si on appuie en dessous... Oh, ok, il y a du RGB qui vient d'apparaître à l'arrière, je ne sais pas si vous pouvez le voir. Et pendant que j'étais en train de vous montrer le RGB, j'ai vu apparaître le problème en question. Je ne sais pas si je peux le refaire. Au début, tout va bien, et comme vous pouvez le voir, on a ça qui apparaît. Donc la dalle a l'air ok, et ça voudrait dire que le problème est bien sur la partie électronique. Et comme de mon côté, il est assez tard, on se retrouve demain pour le diagnostic. Ok, nouvelle journée et aujourd'hui on va passer au diagnostic, mais avant ça, juste pour faire le petit tour des spécifications, donc on a un écran Samsung Odyssey G7 modèle 2020 et c'est la version 27 pouces, donc c'est un écran plutôt haut de gamme qui encore aujourd'hui vaut facilement autour de 500 €. Pour ce qui est des caractéristiques, on a donc une dalle de 27 pouces, Quad HD, QLED, donc avec la technologie Quantum Dot de chez Samsung. On a un rafraîchissement à 240 Hz, enfin jusqu'à 240 Hz. On a également une dalle incurvée avec une courbure de 1000 R, donc une courbure assez prononcée. Latence de 1 milliseconde bien sûr, compatible avec le G-Sync de chez Nvidia, également avec le FreeSync Premium Pro de chez AMD. Bref, il y a tout un tas de choses plutôt pas mal, et c'est un très bon écran, sauf que pour le moment, il ne fonctionne pas. Cet écran est tombé en panne
peu de temps après que la garantie a expiré, puisque c'est un modèle 2020, je crois même qu'il est de août 2020. Alors on va pas rentrer tout de suite dans la théorie de l'obsolescence programmée, etc., mais c'est quand même un petit peu troublant. Et Jérémy m'a dit qu'il l'avait rangé dans son carton suite à un déménagement, et au moment où il a voulu le rebrancher, eh bien c'est là que le problème est apparu. Maintenant, on va pouvoir commencer le diagnostic. Je ne l'ai pas branché depuis hier, donc on va voir ce qui se passe. Je pense pas qu'on ait de grandes surprises. Donc le RGB se met en route. Peu de temps après, on a le rétroéclairage qui apparaît. Voilà. Et ensuite, on a normalement le petit message qui apparaît à l'écran. Et quelques secondes plus tard, tout l'écran se retrouve couvert par un voile bleu. Enfin, bleu, noir, et l'image disparaît. Ce qui est intéressant, c'est que si on éteint le bloc d'alimentation et que l'on rallume l'alimentation, donc si on fait un cycle, on va voir donc le RGB qui se rallume, le rétroéclairage qui va se remettre en route, voilà, et attention, et là, quand on reteste l'écran une deuxième fois, on n'a même pas le temps de voir le message comme quoi le câble n'est pas connecté, on a le voile bleu qui apparaît directement. Ça, c'est une petite information à noter. Lorsqu'on laisse l'écran débranché pendant une période assez importante et qu'on le remet sous tension, il affiche une image pendant quelques secondes avant que le voile bleu apparaisse. Mais si on le remet en route juste après l'avoir déjà testé, on n'a même pas le temps d'avoir une image, on a direct le voile bleu qui s'installe et ensuite l'écran devient tout noir. Avant d'aller plus loin, il y a un test que l'on doit bien sûr effectuer, c'est celui du bloc d'alimentation, au cas où ce serait juste ça qui est défectueux. Donc on va laisser l'écran s'allumer, et une fois qu'il sera sous tension, c'est-à-dire maintenant, on va pouvoir débrancher le connecteur et mesurer la tension. On a 22,46, donc le petit bloc d'alim fonctionne. Donc c'est génial car on va pouvoir démonter l'écran et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je n'ai jamais démonté d'écran incurvé avant, mais on peut voir qu'il est clipsé ici sur toute la partie basse, donc c'est encore une histoire de déclipser toute la plasturgie. Ok, c'est pas un bruit très rassurant. Et donc voilà ce qu'il y a dans un écran Samsung incurvé. On a ici au-dessus toute la partie électronique qui, comme vous pouvez le voir, n'est pas incurvée. En dessous, on a une tôle qui sert de structure principale sur laquelle l'électronique est fixée d'un côté et la dalle est fixée de l'autre. C'est pas vraiment différent d'un écran classique et au final, ça fait pas beaucoup d'électronique à l'intérieur puisque en plus de ça l'alimentation est externe, donc l'avantage c'est qu'ici on n'est que sur de la basse tension. Donc au-dessus on a le diffuseur pour le RGB, je pense que cette pièce là elle est censée rester clipsée sur la coque. Je vais quand même retester l'écran vite fait pour être sûr que je n'ai rien cassé, parce que j'avoue qu'à un moment j'ai un peu déclipsé le haut de la dalle, je savais pas trop qu'est-ce qui se démontait et qu'est-ce qui était censé se retirer, donc j'espère que je ne l'ai pas cassé. Tout va bien, on a exactement la même chose qu'avant. Au passage, ça nous permet d'admirer le RGB, donc on a 3 zones lumineuses, on a l'anneau à l'arrière de l'écran et on a les 2 petites zones en dessous, de chaque côté avec les pièces translucides. Et vous remarquerez quand même qu'à chaque fois qu'on répare un truc, souvent le RGB c'est la chose qui fonctionne encore parfaitement. Le reste peut être HS, mais le RGB, c'est du costaud. On va pouvoir poursuivre le démontage. Je vais essayer d'extraire la partie électronique. Il y a juste 2 vis à l'avant, c'est emboîté à l'arrière. Pour ça, il faut déconnecter tout ce qu'il y a autour. Il n'y a pas grand chose. On a un petit câble pour, ça doit être le bouton qu'il y a sous l'écran. On a un autre câble pour la zone RGB en bas. On a la nappe principale de la dalle. De l'autre côté, on a un autre petit câble pour l'autre zone lumineuse et on a une autre nappe qui est marquée driver. Peut-être qu'il s'agit du rétroéclairage, c'est possible. Et on peut démonter les 2 vis en dessous. Voilà le module avec toute l'électronique. On peut débrancher le RGB. Et si on retourne ça, on a la carte électronique. On a une plaque en acier au-dessus qui doit servir de dissipateur. Enfin, c'est de l'acier ou plutôt de l'aluminium d'ailleurs. Et on a 3 vis et on doit pouvoir retirer tout ça.
Voilà la carte électronique, qui est un petit peu un ordinateur à elle toute seule. On a nos connectiques externes, les connectiques internes. On peut voir dans cette zone-là, on a toute la partie alimentation avec des grosses inductances. On a le processeur, traitement d'image, etc. qui se trouve en dessous ici. De la mémoire RAM autour de lui. Le composant principal que l'on a en dessous, c'est une puce Samsung Magic Color. Donc c'est elle qui pilote l'écran, qui reçoit les signaux des connectiques HDMI et DisplayPort et qui affiche ça sur la dalle. Et le deuxième composant que l'on a ici, c'est un multiplexeur DisplayPort. Donc en fait, on a une seule entrée DisplayPort sur le composant principal et ça permet donc de retrouver deux connecteurs DisplayPort en dessous. Sinon, on a une carte qui est plutôt bien remplie. La partie droite est clairement dédiée à l'alimentation. Le reste est plutôt dédié à la partie signaux. On a ici un composant de chez Realtek qui est marqué RTS 5411S, qui est certainement une sorte de contrôleur USB par rapport au connectique USB que l'on a ici. Et également, on a une carte qui est assez bien annotée, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'écriture dessus. Alors, avez-vous trouvé le problème ? Non, je rigole, bien sûr, il n'y a absolument rien. Visuellement, la carte est en très bon état, il n'y a pas de composant qui soit suspect au premier coup d'œil, donc on va devoir faire quelques mesures. Parmi les choses que l'on peut mesurer, on peut mesurer tout ce qui est alimentation, pour voir si les tensions sont bien présentes. Je pense qu'il s'agit d'un problème d'alimentation au vu de comment le problème se présente et au vu des symptômes que l'on a pu observer juste avant. Et je peux également sortir la caméra thermique pour observer la carte et voir s'il n'y a pas un composant qui chauffe anormalement, parce que dans certains cas, ça permet de voir immédiatement des problèmes que l'on aurait parfois un peu de mal à détecter autrement. Me revoilà pour vous faire un petit point sur l'avancée de l'enquête. Alors, je n'ai pas encore trouvé l'origine précise de la panne, mais je m'en rapproche et avec un peu de chance, on va le sauver cet écran. Comme vous avez pu le voir, j'ai commencé en me penchant sur la carte principale de l'écran. Déjà, je l'ai passé à la caméra thermique, je n'ai pas trouvé le moindre défaut. Ensuite, à l'aide de l'oscilloscope, j'ai fait des mesures de tension sur tous les points que j'ai pu trouver. Là encore, tout est OK. J'ai essayé de faire des mesures de signaux ici et là, je n'ai pas trouvé le moindre problème. J'ai vérifié les connectiques, là encore tout est OK. Et finalement, j'ai décidé de prendre un peu de recul et de brancher l'écran en HDMI, en DisplayPort, en USB pour tester toutes ces fonctionnalités et là encore tout fonctionne. L'écran est détecté correctement quand on le branche, on a bien du son lorsqu'on branche un truc sur la prise jack, le hub USB fonctionne, même le bouton qui permet d'interagir avec les menus de l'écran semble fonctionner correctement. Lorsqu'on appuie dessus par exemple, ça met bel et bien l'écran en veille, lorsqu'on rappuie ça le rallume, donc il n'y a pas de raison de penser que cette carte soit défectueuse. Donc en toute logique, si cette carte fonctionne, alors il faut se pencher sur le reste de l'électronique qu'il y a dans cet écran. Il n'y a pas grand chose, il y a la carte principale et la carte de pilotage de la dalle LCD en elle-même. C'est sur la carte de gauche que se trouvent la plupart des composants. On a notamment deux contrôleurs de chez Samsung. Il y en a un qui s'occupe de la partie droite de la dalle LCD, l'autre qui s'occupe de la partie gauche. On a également deux mémoires EEPROM et une partie qui est un peu plus dédiée à l'alimentation, ainsi que ces deux composants ici dont je ne sais pas exactement le rôle. Je pense que c'est de l'alimentation, mais je suis pas 100% certain pour le moment. J'ai décidé là encore d'utiliser la caméra thermique pour observer cette carte en fonctionnement et normalement quand des composants électroniques fonctionnent, ils émettent forcément un petit peu de chaleur. C'est le cas de la plupart des composants sur cette carte, sauf que j'ai trouvé très bizarre que cette inductance reste froide, celle-ci également, le composant qu'on a ici ne chauffe pas alors que son copain à côté lui chauffe et l'inductance que l'on a tout au bout ici reste également froide. J'ai trouvé ça un petit peu suspect et donc j'ai décidé d'y brancher l'oscilloscope. Ça va être l'occasion d'utiliser l'oscilloscope et on va faire une capture pour visualiser le signal d'alimentation qui alimente tout un tas de petits trucs sur la partie gauche de cette carte. Pour ça, je vais me mettre en mode single pour capturer un événement et je vais mettre sous tension l'écran et on va attendre que la dalle soit alimentée. Il ne devrait pas tarder. Et voilà ce que l'on observe.
Cette tension, c'est une tension d'alimentation, elle démarre juste à ce niveau-là où il y a mon premier curseur, et vous voyez qu'au bout de environ 400 millisecondes dans le cas présent, elle dégringole d'un seul coup pour redescendre vers 0. Ce qui est intéressant, c'est que la durée de cette impulsion correspond à la durée pendant laquelle on a une image à l'écran. Dans l'exemple que l'on vient de faire, cette durée c'est environ 400 millisecondes, mais quand j'ai fait l'essai un peu plus tôt aujourd'hui, après avoir laissé l'écran reposer toute une nuit, eh bien cette impulsion a duré environ 3 secondes. Et c'est encore une fois pile poil la durée pendant laquelle on a une image à l'écran. Donc en fait, lorsque cette tension est à 12 volts, l'écran fonctionne. Lorsque cette tension est à 0 volts, l'écran ne fonctionne pas. Est-ce une cause ou une conséquence? Ça reste à déterminer, mais en tout cas on a un premier élément intéressant. Et ce n'est pas le seul élément intéressant, car un peu plus tôt, j'ai chauffé toute cette zone de la carte avec ma station à air chaud, et j'ai fait la même mesure. Et lors de cette mesure, cette impulsion que l'on observe n'a duré que 100 millisecondes. Donc, ça veut dire qu'il y a un composant ici qui n'aime pas la chaleur. Et en électronique, c'est assez courant d'avoir un lien entre une panne et la température. Donc si ça n'aime pas la chaleur, je propose de le refroidir. Voilà ce que l'on va faire. On va refroidir cette partie de la carte électronique. Ce truc-là sort du congélateur, donc il est bien froid. Pendant ce temps-là, et pendant que ça refroidit, je vais remonter la carte électronique dans le boîtier avec tout ce qu'on a démonté un peu plus tôt. Enfin, un peu plus tôt, c'était il y a 2 jours pour moi. Et vous allez voir qu'avec juste un peu de froid, l'écran va se remettre à fonctionner. Temporairement, bien sûr. Ok, voilà le setup. J'ai remonté partiellement l'écran Samsung, comme vous pouvez le voir, j'ai pas remis le dos et j'ai gardé le pack de glace en bas pour continuer de refroidir la carte. On va le brancher sur le PC Omen et vous allez voir qu'il va fonctionner. Déjà, on peut le remettre sous tension, ça va le redémarrer. Voilà, comme vous pouvez le voir, on a bien le no signal. Je peux utiliser le bouton pour rentrer sur l'OSD. On va rester en HDMI. Non, qu'est-ce que je fais? Ok, on va rester en HDMI, on va brancher ça sur le PC. Et comme vous pouvez le voir, ça fonctionne. Enfin, temporairement. Maintenant, reste plus qu'à trouver quel composant pose problème. Ok, c'est parti, on va essayer. Je pense avoir trouvé le problème. J'ai tout simplement dessoudé la thermistance, donc on n'a plus de mesure de la température. Donc c'est parti, je mets ça sous tension. Et on va voir. Ok, c'est parti. L'écran fonctionne, on a bien la tension. Est-ce qu'on a une image? J'ai bien de l'image à l'écran. Ça fonctionne toujours. Ça n'a jamais fonctionné aussi longtemps sans devoir mettre de la glace dessus. Oh putain, c'est réparé. Eh bien me voilà de bonne humeur pour le reste de la journée puisque je viens de trouver la panne, je viens de la réparer. C'est encore un truc totalement débile, un composant à 2 centimes qu'on ne va même pas avoir besoin de remplacer. Je vais quand même vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Voilà la zone de la carte qui est suspecte depuis le début. La première chose que j'ai remarqué à la caméra thermique, c'est que ce composant ne produisait pas de chaleur. Et lorsque j'ai fait des observations à l'oscilloscope, je me suis aperçu qu'il manque tout un tas d'alimentations dans cette zone. En fait, ces alimentations, elles apparaissent quand on démarre l'écran, pendant, comme on l'a vu précédemment, quelques centaines de millisecondes jusqu'à quelques secondes au maximum, et ensuite tout s'éteint et l'image disparaît de l'écran. Je me suis retrouvé bloqué lorsque j'ai découvert que l'arrêt de l'alimentation n'était pas un accident. C'est ce composant-ci qui coupe la commande de ce transistor et qui arrête volontairement d'alimenter le reste de la carte. Mais pourquoi? On en arrive à ce que vous avez vu précédemment où j'ai testé en utilisant de la glace pour refroidir la carte, ce qui en effet permet à l'écran de refonctionner. J'ai passé au moins 2 heures à appliquer du froid sur la carte, sur différentes zones, différents composants pour essayer de trouver la source du problème et j'en suis arrivé dans cette zone ici. À cet endroit-là, on a un montage assez intéressant qui est un petit peu un cas d'école puisque l'on a un pont diviseur de tension. On a d'un côté la masse, de l'autre côté du 3,3 volts, on a 2 petites résistances et une autre plus grosse résistance. Cette plus grosse résistance, ce n'est pas qu'une résistance, c'est une thermistance. En fait, c'est un capteur de température et ce petit montage permet de mesurer la température de la carte et de le renvoyer vers le composant le plus important juste en dessous. Et c'est en effet ce montage qui est la cause
de la panne. Ce montage qui est là pour servir certainement de sécurité, pour empêcher une surchauffe de la carte, eh bien c'est bel et bien ce montage qui pose problème, et plus particulièrement la thermistance. Cette thermistance n'est pas en court-circuit, elle a une valeur autour de 8 kΩ, ce qui est certainement beaucoup plus faible que ce qu'elle devrait, et ça suffit à faire croire aux composants juste en dessous eh bien, qu'il y a une surchauffe et qu'il faut se mettre en sécurité. Résultat, celui-ci coupe l'alimentation. Pour réparer le problème, j'ai tout simplement dessoudé la thermistance, donc on a maintenant un pont diviseur de tension classique. Les deux résistances qu'il reste sont de même valeur, donc on divise tout simplement la tension par deux. En sortie, j'ai environ 1,65 volts. Visiblement, c'est dans la plage correcte pour le composant qui se trouve en dessous, et donc il fonctionne et ne se met plus en sécurité. Dans l'idéal, il faudrait bien sûr remplacer la thermistance. Le problème, c'est qu'il faut trouver la bonne valeur, le bon format, et puis ça vaut 1 ou 2 centimes, donc on va pas juste commander une thermistance. L'écran peut très bien fonctionner sans, alors oui on a perdu cette petite sécurité, mais ce n'est pas la fin du monde, l'écran peut très bien fonctionner comme ça. C'est exactement ce que je vais faire, donc maintenant il faut tout réassembler, tout ranger également, parce que je ne sais pas si vous pouvez voir, mais bon, c'est un petit peu le bazar ici. Donc je vais ranger tout ça, le nettoyer, parce qu'il y a besoin d'un bon coup de chiffon sur l'écran, et on aura ensuite un Samsung Odyssey G7 fonctionnel. L'écran est réassemblé, j'en ai profité pour le nettoyer. Il est en bon état, finalement il y a des rayures qui n'en étaient pas. Et si on le branche sur le PC, cette fois-ci on va le brancher en DisplayPort, eh bien celui-ci fonctionne parfaitement. L'intérêt de le connecter en DisplayPort, c'est que l'on peut profiter du rafraîchissement à 240 Hz. Et ça se voit bien, quand on vient d'un écran à 60 Hz, c'est quand même beaucoup plus net quand on déplace des choses à l'écran. Un autre avantage également du DisplayPort, c'est que l'on profite du G-Sync. Les couleurs sont également très belles, sans doute parce qu'il s'agit d'une technologie QLED. Le contraste n'a pas l'air mauvais, par contre il y a juste un petit défaut sur cette dalle, c'est qu'en haut ici, il y a quelques pixels de mort, mais rien d'inutilisable. Voilà pour cette réparation. Quand on pense que cet écran était en panne pour un tout petit composant, à peine plus gros qu'un grain de sable, et qui n'est même pas indispensable au fonctionnement de l'écran, je sais même pas quoi dire. Ce que je dois dire par contre, c'est que premièrement, cette panne n'est pas due à de l'obsolescence programmée. Avant que certains tombent là-dedans, je ne pense pas que ce soit volontaire, c'est juste un composant défectueux. Le problème, c'est qu'il faut le trouver. Et pour ceux qui se posent la question, un diagnostic comme celui-là, ça m'a pris facilement 6 ou 7 heures. Si on prend le temps de démonter l'écran, tout le diagnostic de la première carte électronique qui au final fonctionne très bien, puis ensuite trouver la panne sur la deuxième carte. J'ai mis facilement 6 heures à réparer ça, sachant que j'y suis allé tranquillement. J'ai filmé évidemment une partie des opérations et je me suis étalé sur plusieurs jours. En attendant, c'est tout pour cette vidéo. Je vais installer cet écran sur mon PC pour l'utiliser un petit peu pendant quelques temps, voir ce que ça vaut, voir s'il est bien ou pas, et peut-être même que je vais le garder comme écran principal. Pour ceux qui se posent la question également, il y a quelques temps de ça, j'ai réparé un écran LG Ultra Wide. Je vous mets le lien dans les fiches pour ceux que ça intéresse, et cet écran, vous ne l'avez pas revu sur la chaîne parce que je l'ai emmené au travail, sur mon bureau, donc je l'utilise à peu près la moitié du temps quand je suis en entreprise, et il fonctionne super bien, ça doit faire presque 2 ans qu'il y est, et rien à redire, tout fonctionne parfaitement, il est super pratique, super bien pour travailler, et voilà, c'est typiquement un écran auquel j'ai donné une seconde vie, et que j'utilise, donc ne vous inquiétez pas, je ne l'ai pas revendu, je ne l'ai pas jeté, et il m'est bien utile. Sur ce, donc c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardée, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aller faire un tour sur utip.io/goodwin, le lien est dans la description. C'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui, donc je vous dis salut à tous, et à la prochaine.